Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai perdu des millions de francs CFA, donc des milliers d'euros, dans le business que j'ai lancé il y a bientôt 2 ans ou un peu plus de 2 ans au Cameroun. Et surtout des erreurs que j'ai faites que vous ne devez absolument pas faire. Et enfin, des leçons que j'ai apprises et qui me permettront d'être meilleur dans mes prochains investissements en Afrique. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas commettre les mêmes erreurs et les mêmes sottises que moi. Alors bienvenue sur cette chaîne, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs, une agence qui aide les entrepreneurs à trouver des fournisseurs et à créer des marques de A à Z clés en main. Si vous recherchez des fournisseurs, que ce soit pour vos produits, pour vos machines ou pour vendre dans votre boutique, n'hésitez pas à nous contacter. On a des fournisseurs partout dans le monde, que ce soit en Europe, en Turquie, en Asie, et on est en train d'essayer de développer un réseau en Afrique. En tout cas, c'est le but pour les prochaines années. Donc pour tous vos besoins en termes de fournisseurs, en termes de produits, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires ou via nos différents réseaux sociaux. Alors, comment un business qui était censé être une opportunité, mais vraiment incroyable, s'est transformé en cauchemar, en tout cas pour moi. Je parle pour moi parce que je pense que j'étais vraiment très impliqué dans ce projet-là et je pense que ce n'était pas le cas de mes acolytes, comme ça se passe souvent en Afrique. Je vais vous raconter la genèse déjà de ce projet-là, comment c'est venu, comment c'est fait que j'ai investi dedans, moi qui n'investis pas dans n'importe quoi, qui est quand même très réfléchi. Comment se fait-il que j'ai investi dans ce business-là et comment ça s'est transformé en un casse-tête incroyable qui a fini par devenir n'importe quoi. Alors la genèse de ce projet, si vous ne le savez pas, en fait, j'avais lancé un business de distribution de frites surgelées. D'accord? Parce qu'il y a quelques années, comme partout en Afrique, on a énormément de produits transformés. Et la plupart des frites de pommes de terre, notamment, qu'on retrouve en Afrique, hein, dans tous les pays, sont importées. Donc ce sont des frites qui sont surgelées. Et il n'y avait pas d'alternative en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, partout où vous allez. La plupart des frites, soit c'est des pommes de terre qu'on a coupées directement, soit la plupart du temps ils sont surgelés. En tout cas dans la restauration ou dans la grande distribution, c'est surgelé, d'accord? Parce que tout le monde ne va pas faire ses frites à la main. Après quand vous allez dans certains restaurants, il se peut parfois que ce sont des pommes de terre qui ont été achetées et découpées, donc c'est frais. Donc ça c'est très bien, mais c'est rare. Et donc l'opportunité, donc moi j'étais là tranquille, et puis mes parents, ma famille, d'accord, donc m'appellent et me dit ouais Paul, il y a une opportunité qui vient d'arriver ici au Cameroun et ils recherchent en fait des gens pour s'associer avec eux pour pouvoir faire grossir la franchise. Et donc en fait c'était quelqu'un qui a travaillé ici en France, qui a monté une usine au Cameroun pour faire des frites surgelées. Donc le circuit c'était d'aller voir des producteurs de pommes de terre, de les acheter les pommes de terre, de les emmener dans l'usine de production qu'ils venaient de mettre en place et de les faire en mode surgelé et d'inonder le marché. Parce qu'aujourd'hui, c'était la seule usine au Cameroun, et même je pense en Afrique centrale, à faire des frites surgelées made in Africa, vraiment made in Cameroun. C'était vraiment du made in Cameroun. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré sur le projet parce que moi, c'est vraiment mon objectif de me lancer dans la transformation, de créer des usines et vraiment de créer des choses qui soient made in Africa. D'accord? Que ce soit pour le Cameroun, la Côte d'Ivoire, ou peu importe, n'importe quel pays, qu'on crée nos propres jus de fruits, qu'on crée nos propres produits transformés, que tout vienne de chez nous. Parce que c'est comme ça qu'on va vraiment créer de la valeur. Donc c'est un projet qui me parlait typiquement. Parce que moi, c'est un but. Et puis le projet était vraiment à ses débuts. Donc je me suis dit, je vais y aller. Pour lancer ce projet, bien évidemment, ce n'était pas facile parce que il fallait créer des chambres froides, il fallait créer un réseau de commercial, il fallait créer un circuit de distribution. Donc ça veut dire que quand vous livrez des surgelés aux gens, vous ne pouvez pas les mettre sur la moto ou avec la chaleur qu'il fait. Si vous les mettez dans les voitures ou dans la chaleur, bah, ça décongèle avant d'arriver chez le client. Donc la distribution et le circuit du froid devaient être vraiment très travaillés et devaient être carrés. Donc il y avait toutes ces choses-là à faire. Donc déjà le projet m'a plu, donc j'ai investi. J'ai investi, au début j'ai mis je crois 2000 ou 3000 euros pour commencer à faire la chambre froide. Le premier problème, où c'est un peu mon tort, où j'aurais dû tout de suite mettre un red flag, c'est au niveau de la chambre froide. On m'a dit non, achetons une chambre froide
d'occasion. Achetons une chambre froide d'occasion. J'ai dit non, c'est mieux qu'on fasse dans le neuf parce que bah, une chambre froide, voilà, c'est bien dans le neuf. Au moins, on n'a pas de problème de pièces, au moins, on n'a pas tout ça. Écoutez bien parce que pour la suite, ça va être très important. Et on m'a dit non, t'inquiète pas, on connaît quelqu'un qui a travaillé dans le froid et qui peut nous donner des pièces, qui peut nous construire une chambre froide qui est très bien avec des pièces qui sont bien, etc. Je me suis dit, ok, je fais confiance parce qu'il y avait mes parents qui étaient quand même dedans, qui étaient aussi chauds pour le business, parce que j'ai pas investi tout seul. Mes parents étaient aussi dedans, donc c'était vraiment un business familial. Donc mes parents étaient chauds, j'en ai parlé à mon père, à ma mère. Ma mère était plutôt contre. Elle était vraiment pour une chambre froide neuve, pour ne pas avoir de problème. On sait très bien que les problèmes de maintenance en Afrique, surtout au Cameroun, c'est une galère. Mais finalement, j'ai été convaincu. On m'a dit, ok, bon, t'inquiète pas, je connais quelqu'un de confiance qui sait faire. Ok, donc on a déboursé l'argent pour la chambre froide. Donc la chambre froide, on fait la chambre froide, on construit la chambre froide. Maintenant, il faut aller voir l'usine en question pour mettre en place les contrats, pour mettre en place les partenariats, pour mettre en place les minimums de commandes, les MOQ, pour mettre en place le circuit de livraison, parce que nous, on était à Douala, et nous, en fait, on était responsable de Douala. Et donc, du coup, l'usine était à Yaoundé. Donc, il fallait travailler sur le circuit de distribution, comment ils nous envoient et à quelle fréquence ils nous envoient les frites surgelées qui sont déjà produits dans l'usine à Douala pour que nous, on les stocke dans la chambre froide et puis après, en fonction des commandes, on aille les distribuer à nos différents clients. Donc ça, allez voir l'usine. Moi, dans tout ça, ce que je ne vous dis pas, c'est que je n'étais pas sur place. J'étais en France et c'est ma famille qui gérait ça à distance. On se faisait des calls tout le temps, on parlait, on discutait, on se faisait des réunions tardives pour voir comment ça allait marcher, bref. Ensuite, on a lancé la première commande, je crois, qui était de 2 millions, oui, 2 millions, je crois, 2 ou 3 millions, quelque chose comme ça. Il fallait qu'on débourse 2 ou 3 millions pour lancer la première commande dans l'usine. Donc, on nous envoie la commande, on se dit, mais à Douala, en fait, on va rapidement être inondé de commandes parce qu'à Douala, il y a tellement de restaurants qui font des frites de pommes, c'est sûr qu'on va avoir de la demande. Et là, on reçoit la commande. Une semaine après, la chambre froide, problème de chambre froide. Problème de chambre froide et il y a des frites surgelées dedans. Il y a plus de 2 millions de frites surgelées dedans. Donc, vous connaissez le Cameroun. Comment ça, la chambre froide, elle ne fonctionne pas? Il vient, on appelle un technicien, il nous dit oui, mais le technicien qui était là avant vous a dit que cette pièce-là était mauvaise. Vous connaissez, on se renvoie la balle. Bref, moi j'appelle, je commence à dire cette chambre froide-là, on a des surgelés qui sont à l'intérieur. En fait, dans une chambre froide, il y a un système qui fait en sorte que lorsque il y a un problème dans la chambre froide, c'est un peu comme des groupes électrogènes ou quelque chose qui se met en place pendant 24 à 48 heures jusqu'à ce que la chambre froide bah, se dégivre totalement. D'accord? Une sorte de sécurité en fait pour que tout ne dégivre pas dans la chambre froide. Donc à chaque fois que ça coupait, ce qui nous sauvait le temps de la maintenance, c'était justement ce système-là qui faisait en sorte que bah, ça reste froid pendant 24 à 48 heures. Donc pendant 24 à 48 heures, le premier vient, il remplace, il fait du bidouillage, allez, la chambre froide elle repart. Ça, déjà, premier problème au niveau de la chambre froide. Deuxième problème arrive au niveau de la vente, au niveau du commerce. Il faut trouver un réseau de commerçants. On donne la tâche à quelqu'un qui a un petit réseau, qui travaille dans le milieu de la nuit, dans le milieu un peu de la fête, etc. On lui dit, bah, trouve-nous une équipe de commercial qui aille démarcher les entreprises, etc. On voit une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais où sont les entreprises? Il n'y a pas d'entreprise, oui, les commerciaux, en fait les commerciaux n'ont pas de résultats, ils n'ont pas d'incentive, on ne sait pas comment les jauger, quand ils viennent au travail, on ne sait pas s'ils ont travaillé, on ne sait pas s'ils ont prospecté, la plupart ne branlent rien du tout. Du coup, c'est ma sœur qui elle-même décide d'aller faire de la prospection. Donc elle va prospecter, elle se lève le matin, elle va discuter avec des boutiques. Donc à force, on commence à trouver quelques boutiques qu'on commence à livrer. On arrive à écouler la moitié parce que la première livraison devait se faire en deux temps. Donc il y avait une moitié, je ne sais plus c'était combien de kilos, et l'autre moitié dès qu'on écoulait. Donc on arrive à écouler la première moitié avec les premiers clients qu'on arrive. On se dit, bon, ok, euh, là, on commence à démarrer petit à petit. On essaye d'aller voir les magasins, les grands magasins type Casino, etc. Ça ne fonctionne pas comme je le souhaiterais.
Pareil, on fait les comptes et on voit que bah, sur les comptes, en fait, il y a plein de trous, il y a plein de... Rien n'est fait correctement. Et moi, pendant tout ça, je suis à distance. Et ça me tue parce que j'étais vraiment dans une période de rush où je pouvais vraiment pas bouger. Je pouvais vraiment pas bouger. Mon père, lui, il a son activité. Ma mère, elle travaille. Ma sœur aussi, elle avait son activité un peu à côté. Donc, pour gérer, il y avait personne qui était dessus à 100%. Ce qui fait que l'activité, ça prenait, mais pas comme il fallait. Un mois après, même pas un mois après, 2 semaines après avoir écoulé la quasi-totalité de la moitié de la commande, panne de chambre froide, le technicien qu'on a appelé, il répond plus. Le technicien qui a installé, il répond plus. On ne connaît pas, il répond plus au téléphone. On appelle un autre technicien qui, pareil, renvoie la balle à l'ancien. Oui, c'est l'autre technicien. Bref, vous connaissez un peu. Vous connaissez l'Afrique. Pareil, il rebidouille des choses. Là, on arrive à un problème dans l'usine. L'usine a un problème. Il n'arrive plus à livrer parce qu'il y a un problème, une panne dans l'usine. Il y a une pièce qui manque pour produire. On demande mais quand est-ce que la pièce elle va arriver? Oui, on a commandé la pièce en Europe, on attend qu'elle arrive. Parmi ce temps-là, nous, nos clients, bah, ils nous demandent quand est-ce qu'on livre des frites. Nous, on a commencé à les utiliser. Les clients aimaient bien les frites. Ça sentait vraiment les frites du Cameroun, quoi. Ça sentait pas du surgelé, enfin de l'importé, etc. Donc on commençait à avoir de la demande. Mais pareil, au niveau de l'usine, personne ne livre. Du coup, moi, je me dis, attendez les gars, il y a un problème à l'usine, ça fait 2, 3 semaines qu'on dit qu'il y a un problème à l'usine. Est-ce que quelqu'un est allé se déplacer à Yaoundé pour regarder ce qui se passe là-bas? Non. Je dis, mais les gars, attendez, il y a un problème. On a des clients qui nous demandent. Personne ne peut prendre un bus ou le train, je ne sais même plus si le train était déjà là de la Camraille, pour aller à Yaoundé, pour aller regarder ce qui se passe et comment on peut faire en sorte bah, d'avoir au moins une petite partie. Parce qu'il faut savoir que dans une usine, quand il y a un problème, il y a toujours des priorités. Ils vont livrer en priorité les gens qui leur mettent le plus la pression. Et pour mettre la pression à une usine ou à un fournisseur, il faut être sur place, il faut être visible, il faut l'appeler tout le temps, il faut aller chez lui jusqu'à ce qu'il vous donne le produit. C'est comme ça que ça se passe. Et ça, c'est partout. Que ce soit en Europe, en Afrique, ça, c'est partout. C'est celui qui occupe le terrain qui aura raison. Et je vois les gars, ils sont là, ils attendent en fait. Du coup, moi, je prends mon numéro, j'appelle le directeur de l'usine et je commence à lui mettre la pression. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe et tout. En fait, c'était quelqu'un qui a travaillé ici en France, chez Danone, et qui est rentré au pays pour mettre en place ce business-là. Et moi, on se connaît bien. Je dis, Danone, moi, j'ai travaillé aussi, je connais très bien. Moi, je suis acheteur de base, donc je sais exactement comment ça fonctionne. Donc, pareil, moi, je suis acheteur. Pour moi, je le considère comme un fournisseur, donc je lui mets une pression comme un fournisseur. Il me dit oui, ça va arriver, etc. Ils arrivent à nous livrer une partie, et là, la troisième ou la quatrième fois, là, la chambre froide, elle nous lâche totalement. Elle nous lâche totalement. Je vous dis ça, on est peut-être un an après que le business ait commencé. Ouais, un an ou ouais, un an, un peu plus d'un an. Là, la chambre froide, elle nous lâche totalement. Une chambre froide où on a mis, je crois, peut-être 4 millions, ouais, à faire au début. La chambre froide nous lâche totalement. Et là, on trouve personne pour aller chercher la pièce qui manque pour réparer la chambre froide. Le système des 48 heures arrive à expiration. Et là, on a perdu quasiment plus d'1,5 million de frites surgelées qui se sont décongelées. Plus d'1 million de frites surgelées qui se sont décongelées. Et il nous restait encore un reliquat de commandes qu'on avait payé chez l'usine. Donc le business s'est terminé comme ça. Il s'est terminé comme ça. Avec de la perte sèche de matière, donc les frites qu'on a perdues, des clients qu'on a perdus parce qu'on n'arrivait pas à leur livrer, on ne peut pas leur livrer des frites qui sont décongelées, des clients qu'on a perdus quand on n'avait pas des frites, du coup, ils sont allés voir d'autres personnes et puis c'était pas nous. Et après, tu peux pas revenir en disant ah mais non, finalement, ça fait 3 semaines qu'on peut pas vous livrer et là on arrive avec des frites, reprenez nos frites. Non, ça se passe pas comme ça. T'as pas réussi à livrer, je bosse plus avec toi. On n'a pas confiance en toi, c'est tout. C'est lui, elle a un restaurant, un business à faire tourner, un marché à faire tourner, un magasin à faire tourner. Si les clients viennent acheter ce produit-là et que c'est pas là à chaque fois, c'est mort. Donc, argent perdu, frites perdues, argent de chambre froide perdu. Jusqu'aujourd'hui, la chambre froide, elle est toujours là. Elle est toujours pas réparée. On ne sait pas quoi en faire. Donc, le business s'est terminé comme ça. C'est une frustration pour moi qui est énorme. Parce que premièrement, la grosse erreur, maintenant sur les erreurs que vous ne devez pas faire, la grosse erreur que j'ai faite, c'est investir sans jamais aller sur place. Je pense que si j'investis dans un business,
C'est la dernière fois que je ne vais pas sur place ou que je n'y vais pas souvent. La deuxième chose, c'est de déléguer ce business-là aux mauvaises personnes, aux gens qui ne sont pas impliqués, aux gens qui ne sont pas concentrés dans le business et aux gens qui ne sont pas focus sur le business. La troisième chose, c'est qu'au niveau commercial, il n'y a pas de pression. Je ne pouvais pas contrôler les gens et il faut faire beaucoup de choses par soi-même. Lorsqu'on lance un business au bled, il faut aller démarcher soi-même, il faut aller voir les gens soi-même, il faut aller mettre le premier réseau soi-même. Et au niveau de la rémunération, il ne faut pas leur donner de l'argent, il faut leur donner de l'argent, faut les rémunérer par rapport aux clients qu'ils apportent. Il faut les rémunérer à la commission. Une petite fixe et une grosse par la commission. Je pense que c'est comme ça parce que j'ai l'impression qu'en Afrique, on ne marche que par la carotte et le bâton. Une petite partie fixe et une grosse partie variable. Donc les gens, ça va forcer les gens à bosser et à ramener du client. Donc ça, c'est l'autre erreur que j'ai faite. Et l'autre erreur, c'est de faire avec... C'est un business familial. C'est triste à dire, mais c'est de le faire avec ma famille, sachant que ma famille, ce ne sont pas des businessmen. Ce ne sont pas des gens du business. C'est des gens qui ont des très belles carrières, qui sont très bons dans ce qu'ils font. Mon père, il est très bon dans son domaine qui est la fiscalité. C'est un des trois meilleurs fiscalistes du pays. Les autres, bah, ma mère, elle a son boulot, elle a son job, et elle doit s'occuper de la maison, etc. Elle ne peut pas faire ça. Même si aujourd'hui, elle s'occupe beaucoup de notre plantation, parce qu'elle va bientôt à la retraite, donc ça devient un peu du full-time. Mais avant, elle n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Et mes frères et sœurs, eux, ils étaient en études, ils n'avaient pas le temps et ils n'ont pas le mindset ni la conscience business, en tout cas, qu'il y avait pour réussir ce business-là. Donc, du coup, le business est fini comme ça. Et je crois que j'ai dû perdre 4 000, ouais, 4 000 euros, quelque chose comme ça dans ce business. 4 à 5 000 euros, ouais, 5 000 euros, quelque chose comme ça. Plus l'argent que mes parents ont mis, parce que mes parents aussi ont mis de l'argent. Donc au tout, on a dû perdre peut-être facile 7-8 millions dans ce business. 7-8 millions, d'accord? Parce que les ventes qu'on a fait n'ont rien couvert, en fait. On n'a fait que perdre de l'argent, parce qu'on n'arrêtait pas de remettre de l'argent dans la réparation de la chambre froide, qui tombait en panne tous les 2 mois. Tombait en panne tous les 2 mois. Donc, à chaque fois, tu devais sortir 300 000 pour cette pièce, 400 000 pour cette pièce, 100 000 pour cette main-d'œuvre. Non, non, catastrophe. Donc, vraiment, les erreurs que j'ai faites, la première, ne pas aller sur place. Donc, de lancer surtout un business comme ça qui demande de la logistique, qui a des usines, euh, où on parle avec une usine, où il y a une chaîne de distribution à mettre en place, où il y a des commerciaux, où il y a un système qui doit être mis en place à distance, ça ne fonctionne pas. C'est des business qui ne fonctionnent pas à distance, c'est clair. Travailler avec la famille, sachant que bah, personne n'a jamais fait de business dans sa vie, ça c'est une mauvaise chose. Avec des gens qui sont occupés, qui ne peuvent pas être au-dessus à 100%. Système commercial, la manière de rémunérer les gens pour faire en sorte qu'ils bossent, ça aussi c'est une erreur. Et la quatrième erreur, c'est de ne pas avoir occupé la place comme il fallait pour mettre la pression à l'usine, pour vraiment construire un partenariat. Vous voyez, quand vous prenez vraiment de la place, c'est un conseil que je vous donne de par mon expérience dans le domaine, un fournisseur, lorsque vous bossez avec lui, il faut être présent. Il faut qu'il vous oublie jamais. Même si vous n'avez pas de petit volume, même si vous n'êtes pas le plus gros, mais il ne faut pas qu'il vous oublie. Il ne faut pas que dans sa tête, il vous oublie. Parce que là, à partir de ce moment-là, quand il y aura un problème, bah, il va quand même trouver un moyen de vous aider. Et ça, on n'a pas assez su l'exploiter. Et ça, c'est dommage. Et c'est vraiment une grosse frustration pour moi parce que c'est un business qui, aujourd'hui, qui peut exploser. Même encore aujourd'hui, hein. C'est un business qui peut exploser. Parce qu'on a le domaine des surgelés n'est pas exploité chez nous en Afrique. Et je ne parle pas qu'en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est. Il n'est pas exploité du tout. Donc il y avait une possibilité qui est énorme. Mais comme en Afrique, on ne sait pas faire les choses bien, je pense que le monsieur qui a créé cette usine-là, je pense qu'elle existe encore, je ne sais plus, mais on a perdu le contact, a fait une très bonne démarche. Et ça, je le félicite. Et je pense que même moi, plus tard, ce sera une des démarches de faire de la transformation au pays. Mais malheureusement, je pense qu'avec les structures sur place, avec le mindset qu'il y a sur place, avec les gens qui ne veulent pas travailler, parce que lui aussi, on a parlé. Quand on avait pris contact, on parlait beaucoup, parce qu'on a vécu en France, on connaît le milieu, on connaît le Cameroun, et il me disait beaucoup ce qui traversait. Et les commerciaux, les directeurs commerciaux qui n'étaient pas là, les mecs à l'usine qui venaient pas, des gens qui volaient. Enfin, c'est un problème qui est dans tous nos pays, mais c'est malheureusement ce qui fait en sorte que bah, plein de gens qui ont des très beaux projets ne viennent pas investir au pays. Et ça, c'est vraiment triste. Donc voilà un peu l'histoire de ce business-là que j'ai lancé il y a 2 ans et ça fait écho à la vidéo dont je vous ai parlé sur pourquoi j'ai choisi la Côte d'Ivoire plutôt que le Cameroun. Parce qu'au Cameroun,
on est vraiment à un mindset qui est à moins 20. On est trop loin. Franchement, on est trop loin. On est vraiment trop loin. En Côte d'Ivoire, on n'est pas à zéro, on n'est pas à 10 non plus, mais on a un niveau où ça peut quand même fonctionner, tu vois. Il y a des gens qui veulent quand même un peu travailler. Au Cameroun, non, du tout. Et c'est très difficile. Mais en tout cas, moi, je ne lâche pas et j'ai toujours cet objectif-là de monter un business de transformation chez moi, dans mon pays, au Cameroun. On va essayer avec la plantation qu'on a actuellement avec mes parents, parce qu'on a une grande plantation dans mon village. Et le but, c'est vraiment de commencer à l'industrialiser au plus. Donc, je vais aller au Cameroun très bientôt, là, pour voir vraiment ce qu'on peut faire. Donc, voilà un peu l'histoire de ce business-là. Dites-moi, vous, si ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est des erreurs que vous avez déjà faites? Et surtout, ne faites pas les mêmes erreurs. Je vous ai donné des leçons, je vous ai raconté ce business-là que je ne raconte jamais parce que ça me fait vraiment trop mal. Mais bon, en business, parfois on gagne, parfois on perd. C'était une leçon. C'est pas comme si c'est de l'argent ou après j'ai pas vécu avec. C'était de l'argent que pour moi il fallait investir. Se garder de l'argent en banque juste pour garder de l'argent en banque, ça sert à rien. Il fallait investir et surtout qu'on avait vraiment des chances pour que ce business-là explose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et partagez-la à d'autres personnes pour recevoir d'autres types de vidéos de la sorte. Je vous parlerai également des autres business avec mes clients que j'accompagne pour vous montrer vraiment toute l'étendue de tout ce que vous pouvez faire, que vous soyez dans la diaspora, mais aussi en Afrique. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi en commentaire ce que cette vidéo-là vous inspire et surtout qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Et puis on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Paul. Ciao.